Bienvenue sur Combattre la crise, la chaîne qui vous aide à reprendre le contrôle de vos finances. Aujourd'hui, on va évoquer 5 techniques pour réduire sa facture d'électricité. Je ne vais pas évoquer les techniques qui demandent un gros investissement du type installer des panneaux solaires ou changer l'isolation de sa maison. Non, ce sont des techniques qui se font sans gros investissements et qui se font immédiatement. Alors avant de voir comment on fait pour réduire sa facture d'électricité, voyons d'abord pourquoi il faudra le faire. Déjà parce que ça fait faire des économies importantes, le prix de l'électricité ne baissera probablement jamais, et il ne fera qu'augmenter. Donc déjà ça fait faire des économies importantes aujourd'hui, mais elles le seront de plus en plus. Sachant qu'en plus EDF ne facture pas le prix qu'il devrait pour chaque kilowatt consommé. L'État oblige EDF à vendre finalement le kilowatt un peu moins cher que ce qu'il devrait. Ce qui fait qu'EDF est très endetté et que cette situation-là ne peut pas perdurer très longtemps. Au bout d'un moment, EDF sera obligé de réaligner ses tarifs. Il faut savoir qu'en France, on paye notre électricité environ 30% moins cher que l'Union Européenne. Donc c'est quelque chose qui va probablement se normaliser dans le temps. Donc il y a des économies à faire, mais il y a aussi un geste pour l'environnement qui est très important. On ne sait pas aujourd'hui produire de l'électricité à partir des énergies renouvelables, donc ça veut dire que moins on consomme et moins on pollue. On utilise moins de ressources et on est plus efficient. Dernier élément à prendre en compte, c'est que ça facilite un éventuel passage à l'autonomie. Si vous avez comme projet d'installer des panneaux solaires et d'être autonome et de produire vous-même votre électricité par exemple, eh bien on comprend très facilement que moins on consomme d'énergie et plus vite on aura atteint cet objectif d'autonomie. Produire son énergie soi-même, c'est pas quelque chose de délirant. Hein. En 2020, la régulation, les normes de construction, ce qu'on appelle la RT 2020, va très probablement obliger toutes les nouvelles constructions à devoir être ce qu'on appelle des maisons à énergie positive. Ça veut dire qu'elles devront produire plus d'énergie que ce qu'elles ne consomment. Donc ça veut dire qu'il y a une production d'énergie, notamment électrique. Donc on voit bien avec ces 3 points là qu'il n'y a que des avantages à réduire sa consommation d'électricité, à condition d'éviter les faux amis. Ce que j'appelle les faux amis, c'est les conseils qu'on peut trouver parfois sur internet, du style ne laissez pas vos appareils en veille. C'est le mal, il faut surtout pas laisser ces appareils en veille. Moi je vous le dis tout de suite, je n'y crois absolument pas à cet argument là. Je n'y crois pas parce que les appareils électroniques, électroménagers ont fait des progrès fulgurants. Bien sûr, si vous avez des appareils des années 70 ou 80, c'est toujours valable effectivement. Mais si vous avez des appareils raisonnablement modernes, c'est-à-dire qui ont 10 ans et moins, une télévision qui a 10 ans et moins, c'est une télévision qui va consommer 0,1 watts quand elle est en veille. 0,1 watts, ça fait 10 centimes d'euros par an si vous la laissez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant un an. Donc je considère que la perte de confort, il y a des ingénieurs qui ont travaillé pendant des années pour nous faire un système qui nous permette d'allumer des appareils à distance et tranquillement de son canapé. Perdre ce confort là et ces avancées technologiques là pour gagner 10 centimes par an, c'est pas ce que j'appelle de l'efficience. Et c'est même contre-productif vu que ça associe finalement ces notions d'économie d'énergie avec des choses très désagréables qui génèrent beaucoup d'inconfort. Pour finalement un gain qui est ridicule. Donc voilà, c'est ça qu'il faut mettre dans la balance. On a le droit de le faire si on veut vraiment aller à l'extrême, mais voilà, ça porte, je pense que c'est le bon terme, c'est quelque chose d'extrême. Et donc par définition quelque chose qui n'est pas adapté à tout le monde. Autre faux ami qu'il faut éviter si on veut vraiment réduire sa facture d'électricité, c'est cette notion d'heure creuse et d'heure pleine. Alors je dis pas que c'est pas adapté pour tout le monde dans 100% des cas. Je dis juste que c'est vraiment très difficile d'être dans la partie qui est vraiment rentable. Concrètement, l'écart qu'il y a entre les heures creuses et les heures pleines, déjà n'est pas si énorme que ça. Et deuxièmement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'un côté, vous avez ce qu'on a un taux normal, donc par exemple 10 centimes le kilowatt. Sauf que quand vous avez un contrat du type heure creuse, heure pleine, quand vous êtes en heure pleine, c'est pas 10 centimes, c'est plus cher. Donc en fait, vous allez payer plus cher la journée et payer un peu moins cher la nuit. En plus, je vais le dire franchement, c'est chiant les heures creuses. Les heures creuses, ça vous oblige à tout programmer
Et on peut pas tout programmer. Les appareils qui consomment le plus dans une maison, ça va être une bouilloire, un fer à repasser, un sèche-linge. On va pas faire son thé le soir, faire bouillir le thé le soir pour le lendemain. On va pas faire son repassage à 4h du matin pour faire des économies. On peut éventuellement régler son lave-vaisselle pour qu'il fasse la vaisselle la nuit, ça peut se faire. Enfin, la machine à laver par exemple, vous allez pas faire votre linge la nuit pendant que vous dormez, ça fait du bruit une machine à laver. Et puis il faut pas oublier d'étendre le linge avant d'aller au boulot. Donc voilà, c'est à la fois très contraignant et au final c'est très peu efficace puisque il y a beaucoup d'appareils qui consomment énormément qu'on n'a pas le choix d'utiliser autrement que pendant les heures pleines. Heures pleines qui, je le rappelle, coûtent plus cher que si on était en tarif normal. Tout ça fait qu'au final c'est rarement rentable d'avoir un contrat type heure pleine, heure creuse. C'est rentable uniquement si on est un très gros consommateur, qu'on a un chauffage électrique, qu'on a une grande maison, qu'on a une famille nombreuse qui consomme beaucoup d'énergie. Là peut-être, et qu'on arrive à tout planifier, là peut-être qu'effectivement on est dans un scénario qui est rentable pour le consommateur. Mais sinon, pour la plupart des gens, on est vraiment dans des scénarios qui sont pas rentables. Dernier faux ami, c'est les étiquettes énergétiques. Alors ce qui est à l'origine une très bonne idée, ne l'est pas vraiment en pratique, puisque ces échelles-là sont mal calibrées. On a quasiment tout en A ou en A+, aujourd'hui, et ce qui fait que du fait de cette échelle-là, on a tout dans le vert, et donc on a l'impression que finalement tout est économe, alors qu'en fait il peut y avoir jusqu'à 40% d'écart entre un A et un A3+, alors que tous les deux sont classés dans la catégorie A. Donc attention à ces étiquettes-là, regardez plutôt la consommation en kilowatts annuels, qui est normalement affichée aussi sur les produits, et qui est beaucoup plus précise. En gros, il faut plus être chiffre que lettre. Bon alors, comment on fait maintenant pour vraiment réduire sa facture d'électricité ? Le premier truc que je conseille de faire, c'est de faire un audit. En gros, on prend un petit bidule qui s'appelle un wattmètre. C'est un truc qui se branche entre l'appareil dont vous voulez mesurer la consommation et la prise électrique, et ça vous donne la consommation soit en instantané si c'est un appareil qui consomme toujours la même chose, soit en cumulé sur plusieurs heures. C'est important par exemple pour un frigo qui va s'allumer pendant 20 minutes et s'éteindre pendant 3 heures. Donc du coup, si vous mesurez juste pendant les 20 minutes, vous avez l'impression qu'il consomme énormément, et si vous tombez pendant les 3 heures, vous aurez l'impression qu'il consomme rien du tout. Donc c'est important sur certains types d'appareils d'être plutôt sur du cumulé que sur de l'instantané. Ces appareils-là, ils sont très importants vu qu'ils vont vous permettre finalement de vous concentrer sur là où votre effort mérite d'être mis. En gros, je vous disais tout à l'heure, ça sert à rien de se concentrer sur la veille des appareils parce que finalement il y a très peu de choses à gagner. Là c'est exactement l'inverse. On va se concentrer sur les appareils qui consomment le plus. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez des appareils, vous pensez qu'ils consomment pas grand chose, je sais pas moi, une petite enceinte Bluetooth, une télévision, un ordinateur, on a l'impression que c'est un petit machin qui doit pas consommer grand chose. Méfiez-vous parce que des fois c'est des petits appareils qui consomment le plus. Tout dépend en fait de leur conception, de leur modernité et aussi de l'effort qu'a mis le fabricant dans leur conception. Donc pour moi ce wattmètre là ça coûte 15€ et c'est indispensable pour avoir une idée des appareils qui consomment le plus dans la maison. Ensuite c'est simple, on multiplie la consommation qu'on note par le nombre d'heures qu'on utilise en général l'appareil dans le mois, et ça nous donne une idée du coût global que représente la consommation de ce produit là, vu que il y a un moyen mnémotechnique qui est approximatif mais qui reste encore juste, en tout cas en France et en 2019, c'est 1 watt consommé, c'est si on prend la consommation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant une année, 1 watt consommé c'est 1€. Donc si vous avez un appareil qui consomme 100 watts, grosso modo si vous le laissez allumer tout le temps, pendant une année, il va vous coûter 100€. Un peu plus en réalité, mais on peut faire cette approximation là pour avoir une idée rapide de ce que coûte chaque appareil en consommation. Deuxième point hyper important, c'est le gaspillage. Alors quand je dis ça, en général on me répond toujours que non moi je gaspille pas, je fais hyper gaffe. On gaspille tous.
même si on fait tous très attention, on peut pas être parfait d'un point de vue efficacité dans notre vie quotidienne. Et donc du coup, bah, c'est con à dire, hein, mais il y a des gens qui allument la télé sans la regarder, qui laissent la lumière allumée partout, qui mettent le chauffage à 25 degrés et qui vivent en t-shirt alors qu'il neige dehors. Il faut savoir par exemple que si vous avez un chauffage électrique notamment, chaque degré de plus que vous allez demander à vos radiateurs, c'est 7% de consommation en plus. Donc 1 degré de plus ou de moins, sincèrement, moi je fais pas la différence. Toujours concernant le chauffage, le fait de fermer ses volets et de mettre ses rideaux dès qu'il fait nuit en hiver, c'est un élément qui va limiter le gaspillage d'énergie en limitant la déperdition de chaleur. Vos fenêtres sont naturellement moins isolées que les murs, et le fait de fermer ses volets et de mettre les rideaux, bah, ça va atténuer la déperdition de chaleur. Donc on va éviter de consommer en gardant la chaleur dans la maison. Et au contraire, il faut les ouvrir, en tout cas les volets et pas forcément les fenêtres, mais les volets et les rideaux, il faut les ouvrir en grand quand il fait un beau soleil dehors pour réchauffer la maison. Plutôt que de mettre le chauffage à fond et de fermer les volets, bah, on ouvre les volets, on laisse entrer le soleil, et ça va naturellement apporter des calories dans la maison. Dernier point qui est le gaspillage, c'est tout simplement l'utilisation qu'on fait de nos appareils. Je prends l'exemple des box internet, donc les Freebox, Livebox, SFRbox et compagnie. C'est des appareils qui vont consommer autour de 30 watts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors que concrètement 80% du temps on les utilise pas. C'est pas des appareils qui sont en veille, hein. Une Livebox qui est allumée la nuit, elle est pas en veille, elle est allumée, de la même façon que quand vous l'utilisez. Et si on prend l'exemple de quelqu'un par exemple qui va au travail le matin, qui rentre à 19h et qui utilise internet de 19h, je sais pas moi, jusqu'à minuit ou 1h du matin, et éventuellement à 7h du matin quand il se lève le lendemain, au final il aura utilisé 5 heures ou 6 heures par jour internet, alors qu'il aura consommé 24 heures. Donc il y a 60, 70, 80% de gaspillage d'énergie. Pour gérer ces cas-là, il y a ce qu'on appelle des programmateurs, je vous mets le lien dans la description. Vous avez des appareils qui permettent de dire tel appareil s'allume de telle heure à telle heure le lundi, telle heure à telle heure le mardi, telle heure à telle heure le mercredi. Donc le week-end par exemple, vous pouvez laisser allumer tout le temps, mais quand vous dormez ou que vous n'êtes pas à la maison, ça sert à rien d'utiliser des appareils qui vont consommer de l'énergie pour absolument rien. Troisième point, c'est pas une action d'économie d'énergie en soi, mais c'est quelque chose qui permet de réduire quand même sa facture. C'est tout simplement de changer d'opérateur. Je crois que EDF a encore 90% de part de marché chez les particuliers. C'est pas forcément justifié aujourd'hui à partir du moment où il y a des opérateurs privés. Alors le secteur n'est pas libéralisé comme il le faudrait, la concurrence n'est pas pleine entre les opérateurs, puisqu'ils sont quand même obligés de racheter leur électricité à EDF et d'utiliser les tarifs réglementés. EDF est obligé d'utiliser les tarifs réglementés, mais en tout cas on arrive quand même à obtenir des tarifs qui sont de l'ordre de 5 à 10% inférieurs à ce que peut proposer EDF, juste en changeant d'opérateur. Moi par exemple je suis chez Direct Energy, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est un tarif qui est basé sur le tarif réglementé, moins 10%. Donc c'est une façon très simple de réduire sa facture, et il n'y a pas de notion de qualité de l'électricité ou quoi, hein. C'est exactement la même chose que vous recevez, que vous soyez chez EDF ou chez un opérateur alternatif, il n'y a pas de notion de qualité. Dernier élément à regarder également du côté des opérateurs et des contrats, c'est quand vous avez un contrat d'électricité, vous avez toujours une puissance, vous souscrivez à une puissance, donc 3, 6 ou 9 kW par exemple. Cette puissance, c'est en gros ce qui est capable de vous délivrer votre compteur à un instant T. Donc si l'addition totale de vos appareils chez vous ne dépasse pas par exemple 4 kW, ça sert à rien d'avoir un abonnement à 9 kW, parce que l'abonnement à 9 kW va être plus cher. Donc si on a un pic à 4 kW, un contrat à 6 kW suffit.
Faut pas prendre à celui à 3 parce que sinon, comme on dit, les plombs vont sauter, ou plutôt le disjoncteur est disjoncté. Mais un contrat à 6 watts suffit largement, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à 9 watts. Il faut se méfier aussi quand on ouvre des contrats chez EDF ou chez les autres opérateurs. Ils nous demandent est-ce qu'on a une machine à laver, un chauffage, etc. pour essayer de dimensionner le contrat, nous aider à dimensionner le contrat. Évidemment, ils prennent des grosses marges et s'ils peuvent vous mettre à 9 kW plutôt qu'à 6, ils le font sans problème. Donc faites attention à ça, regardez votre consommation maximale et voyez si le type de contrat que vous avez est en concordance avec ce contrat-là. Quatrième point pour réduire votre facture d'électricité, c'est de faire les bons réglages sur les appareils que vous utilisez. Il faut savoir par exemple qu'un écran, ce que je dis là est valable pour tous les écrans LED, donc en gros que ça soit un smartphone, une tablette, une télé, un ordinateur portable, tout ce qui a un écran en gros, c'est lié à l'œil humain, c'est pas lié à la technologie utilisée, mais le fait de mettre la luminosité à 100% va consommer 4 fois plus d'énergie que si vous la mettez à 50%. Tout simplement parce que l'œil humain se ferme, plus on essaie de lui mettre de la lumière et plus il se ferme pour nous protéger. Donc le fait de donner beaucoup de luminosité, ça oblige les écrans à consommer énormément d'énergie. Sauf que, est-ce qu'il y a une vraie différence de qualité d'image entre 50 et 100%? Je ne suis pas sûr, je dirais même que, même si le sujet est subjectif, moi par exemple je préfère mettre des luminosités plus basses, tout simplement parce que ça fatigue moins les yeux. La nuit par exemple, quand tout est noir et que vous avez un écran qui est très très brillant, ça fatigue très très rapidement les yeux. Donc ça fait partie des réglages tout simples qui permettent de diminuer drastiquement la consommation du même appareil. Vous changez pas d'appareil, simplement le même appareil va réduire sa consommation par 2, par 3 ou par 4 selon votre réglage actuel et le réglage cible. Attention, ce qui est vrai entre 100 et 50% n'est pas vrai entre 50 et 0%. Ça sert à rien d'aller mettre sa luminosité à 10% ou à 20% pour essayer de baisser encore l'énergie. Bien sûr, ça consommera moins, mais le gros gain, il est à chercher entre 50 et 100% de luminosité. Alors ça c'est vrai pour les écrans, mais c'est pas le seul appareil qui est concerné par ce type de réglage. Par exemple, je sais pas pourquoi dans les réfrigérateurs il y a toujours une molette avec la puissance entre 1 et 6 ou 7 ou 8. Moi j'ai jamais mis autre chose que 1 et j'ai jamais eu le moindre problème avec mon frigo. Donc là aussi ça sert à rien de régler son frigo hyper froid, ça va consommer de l'énergie pour rien, et alors que le niveau de réglage le plus bas suffit amplement. Idem pour un ballon d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude, si vous en avez un, c'est vraiment l'élément qui consomme le plus d'énergie dans une maison. Donc faites vraiment attention à son réglage. Et par exemple, ça sert à rien de dépasser les 60 degrés comme réglage de température de l'eau. Tout simplement parce que 60 degrés, c'est déjà suffisant, c'est très chaud déjà, mais 60 degrés c'est la limite à partir de laquelle la salmonelle n'arrive plus à proliférer. Donc c'est très important de ne pas avoir de problématiques de santé dans son eau. Donc il faut aller jusqu'à 60 degrés, mais ça sert à rien de mettre une eau à 70 degrés. Vous allez vous brûler quand vous allumez le robinet, et vous allez dépenser une quantité d'énergie beaucoup plus forte pour chauffer votre eau. Dernier élément important pour réduire sa facture d'électricité, c'est de renouveler vos appareils. Je ne parle pas du renouvellement qui peut avoir lieu quand un appareil tombe en panne. Je parle d'un renouvellement tout simplement pour réduire sa consommation d'énergie. Les nouveaux appareils ont fait tellement de gros progrès par rapport à leur consommation d'énergie que ça vaut le coup de changer d'appareil uniquement pour ces gains-là. Par exemple, vous avez un vieux frigo qui consomme l'équivalent de 100 € d'électricité par an. Vous avez un frigo neuf qui coûte 200 € et qui lui n'en consomme que 20 par an. L'opération est rentable au bout de 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, le prix d'achat du nouveau frigo va être rentabilisé par le fait que votre nouveau frigo ne consomme que 20 € et pas 100 €. Vous allez économiser 80 € par an. Donc au bout de 2 ans et demi, vous êtes flat, et à partir de là, c'est 80 € d'économie par an, plus le fait de consommer moins d'énergie, et donc tout ce que ça a de positif pour la planète aussi.
Après, votre ancien frigo, vous pouvez le donner à quelqu'un qui est dans le besoin, lui aussi sera content d'avoir un frigo, ou vous pouvez aussi le revendre sur des sites comme Le Bon Coin, et ça augmentera encore la rentabilité de l'opération. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on renouvelle un appareil, on a l'impression qu'on fait une dépense qui n'est pas forcément nécessaire et qui n'est pas forcément utile parce qu'on a déjà un appareil qui remplit la fonction. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a un delta tellement fort dans la consommation de ces appareils-là que le fait de le changer est rentable, économiquement parlant. Sans compter le fait que le nouveau frigo sera peut-être plus joli, plus pratique, plus agréable à utiliser, je ne sais pas. Voilà, on a fait le tour des 5 techniques qui permettent de réduire sa consommation d'électricité. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais aussi sur le blog combattelacrise.fr. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Merci.